la présentation, elle va être en deux temps, plus une conclusion. Au début, on va voir comment en fait construire une réflexion autour de l'UX Research, comment on construit une démarche, parce que ça nous semblait important, avant de vous présenter des cas pratiques, de vous expliquer comment on fonctionne et comment il faut faire pour mettre en place justement de l'UX Research. Et ensuite, on va voir des cas pratiques, notamment quelle démarche mise en place pour quel enjeu, à travers deux cas d'usage, la conception d'une nouvelle offre et la refonte de parcours. Et à la fin, comme je l'ai dit, on fera un petit point sur les conclusions. Donc pour cette première partie, je vais laisser la main à Manon pour qu'elle vous présente comment on construit une réflexion en adéquation avec vos questionnements. Donc la première partie, justement, c'est comme disait Mathieu, c'est de se dire que souvent vous êtes dans une étape où vous posez beaucoup de questions. Souvent, ces questions, elles peuvent être soit très opérationnelles parce que vous allez être focalisé sur une fonctionnalité précise ou une page précise ou un parcours spécifique. Et donc, du coup, vous allez vous poser des questions de type, j'ai une idée pour revoir une page de mon site, je l'ai prototypée, mais qu'en pensent mes utilisateurs? Ou parfois, vous allez avoir des questions beaucoup plus larges qui peuvent être liées à une vision qui est portée par l'entreprise ou une stratégie et dans laquelle vous devez vous imbriquer. Et donc, du coup, vous êtes amené à vous poser des questions qui sont plus exploratoires sur je souhaite développer un nouveau concept, dans quel domaine et pour qui. Ça peut être un enjeu, par exemple, où vous êtes un acteur d'un secteur avec un historique assez important et vous cherchez à vous renouveler, à créer une nouvelle image et du coup, on vous demande de créer un nouveau produit, un nouveau concept qui doit être un peu disruptif par rapport à votre offre actuelle. Vous ne savez pas du tout par quel bout le prendre et par où commencer. Et nous, l'enjeu, sur cette réflexion qu'on va vous proposer, c'est de se dire, c'est cette phase de début justement où il y a toutes ces questions qui foisonnent dans votre tête, c'est de se dire, on va vous encourager à lister toutes ces questions, à aller même en chercher d'autres, à aller creuser et à aller plus loin dans votre réflexion. Et pour ça, on va donc avoir une réflexion en 3 temps avec un premier temps donc sur cette partie questionnement, où on va vous challenger sur justement ce contexte et ces enjeux. Comme je disais juste avant, parfois ça peut être des enjeux très opérationnels sur une partie de parcours, une page, ou alors des enjeux plus stratégiques qui vont être liés à une stratégie d'entreprise plus globale. Et c'est un point qui est extrêmement important parce que vous êtes soit en charge d'un produit, enfin vous avez une vision très opérationnel de votre métier et de ce que vous devez apporter à ce produit. Et là, on va vous demander en fait de faire un pas en arrière, de se repositionner dans le contexte plus global de l'entreprise, de se reposer les bonnes questions sur finalement qu'est-ce que ma contribution va apporter à cette vision plus globale de l'entreprise, quel est ce contexte plus global et vraiment réussir à prendre du recul sur ce que vous faites au quotidien et l'aspect très pratico-pratique de votre métier. Pour cette partie-là, enfin, nous, vous pouvez tout à fait vous faire aider de collègues qui sont moins impliqués dans la démarche et dans la réflexion pour avoir justement un point de vue extérieur qui sera plus facile à obtenir par quelqu'un qui n'est pas justement tout le temps lié à ces sujets. Ensuite, on va vous conseiller de lister toutes les interrogations qui peuvent vous passer par la tête liées à ce sujet et vraiment ne limitez pas du tout votre questionnement à vraiment explorer toutes les interrogations qui peuvent vous passer par la tête et ensuite les prioriser. Parce que ce travail en fait de réflexion va vous aider justement à voir l'étendue du champ des possibles et vous dire: «Bah, oui, mais finalement, où est-ce que je dois vraiment concentrer mon énergie?» parce qu'on a tous, par, des convictions personnelles ou des ressentis personnels finalement, plutôt une interrogation qui va nous venir naturellement en tête. Mais quand vous listez tout et que vous reposez ces interrogations par rapport à votre contexte, peut-être que finalement, ce ne sera pas celle que vous aviez imaginée en premier qui va être celle que vous allez prioriser en haut de la liste. Le troisième point qui est extrêmement important, c'est de définir les objectifs. Donc les objectifs, ils vont forcément découler de ces interrogations que vous allez vous poser. Donc l'objectif, c'est vraiment de se dire, cette phase de user research, elle doit m'apporter soit un cahier des charges très précis pour construire derrière une nouvelle offre, elle doit m'apporter les fonctionnalités phares de mon service, mais vraiment avoir des objectifs précis et de se dire pareil, ces objectifs, vous devez les prioriser.
Parce qu'une démarche de user research ne peut pas répondre à une multitude d'objectifs. L'important, c'est vraiment de cibler ceux auxquels vous allez vouloir répondre en priorité, parce qu'après, toute la construction va dépendre de ces objectifs. En fait, la démarche de user research, il faut vraiment se dire que c'est une boîte à outils dans laquelle vous allez piocher et que vous allez articuler pour justement répondre à ces objectifs. Donc, c'est cette définition par laquelle tout le reste va découler. Ensuite, ce qu'on vous encourage à faire, c'est de formuler toutes les hypothèses que vous pouvez avoir pour chacun des objectifs que vous avez listés. Parce que vous allez avoir, pareil, un peu lié à vos convictions ou à votre ressenti, à votre connaissance du secteur, du milieu, etc. Vous allez souvent avoir des hypothèses de vous dire, moi, je pense que les utilisateurs vont répondre vont nous donner ce type de feedback ou vont avoir ce ressenti par rapport à ce type de parcours, etc. Donc, ce qu'on vous encourage, c'est vraiment à lister toutes ces hypothèses pour justement pouvoir les mettre sur le papier et de se dire, et pour qu'elles soient challengées par les utilisateurs finalement. Parce qu'aujourd'hui, c'est des hypothèses que vous formulez. L'idée, c'est de se dire, est-ce qu'elles vont être validées ou non par les utilisateurs ensuite. Et ensuite, le dernier point, c'est sur cette partie question, c'est de challenger les cibles que vous souhaitez questionner. Donc là, il va y avoir plusieurs situations et plusieurs cas qui vont se présenter à vous. Soit vous êtes justement sur un sujet très opérationnel, une refonte de parcours sur lequel vous adressez vos mêmes clients ou vos mêmes utilisateurs, et donc du coup, vous allez connaître votre cible, et donc du coup se dire, moi je connais très bien ma cible, je connais très bien mes utilisateurs, donc je vais m'adresser directement à eux. Soit parfois, quand vous êtes sur quelque chose de beaucoup plus exploratoire, il faut accepter de ne pas connaître sa cible, et ce n'est pas un problème en soi, il faut savoir reconnaître qu'on a aussi besoin d'en apprendre davantage sur cette cible et de se dire justement quels sont les critères que je vais quand même prendre en compte pour justement mieux connaître cette cible et réussir par cette étude à avoir une idée plus précise de ma cible et savoir comment l'interroger ensuite. Et comme l'a dit Manon, il y a des astuces qui existent pour justement faciliter ce questionnement et cette écriture des objectifs. Les deux qu'on peut vous donner, c'est celui que Manon a déjà évoqué, le fait de faire challenger soit par une autre équipe de votre entreprise qui pourrait avoir un regard peut-être plus neuf et moins orienté que le vôtre, et aussi par des entreprises tiers qui vont amener de la neutralité dans la réflexion. Et le dernier point, ça va être utiliser des méthodes d'idéation pour faciliter justement l'écriture de ces objectifs, de la définition des hypothèses. Et dans ces méthodes d'idéation, vous pouvez utiliser des méthodes assez classiques comme du card sorting, etc., mais aussi des méthodes d'animation plus innovantes, on va dire, comme du serious play. Donc, suite à ça, vous avez bien pris le temps de questionner, de challenger justement tous les questionnements que vous pouviez avoir, les objectifs, etc. C'est définir les livrables qui vont vous aider demain à construire votre démarche, enfin à construire votre projet et à le faire avancer. Donc pour cela, nous, on vous conseille de déterminer les types d'enseignements que vous souhaitez avoir et de les prioriser. Alors par type d'enseignement, on va entendre par exemple, vous allez avoir besoin d'un cahier des charges technique très précis, d'un parcours et de ce que vous souhaitez faire. Ou alors, vous souhaitez avoir, par exemple, une vision beaucoup plus globale et creuser, par exemple, de manière très, très précise et très, très pointue les attentes et les besoins des utilisateurs parce que vous êtes en phase de conception d'un nouveau produit. Et donc, du coup, vous souhaitez vraiment découvrir ce qu'ils attendent et avoir un peu, une liste qui est un peu la liste de courses de l'utilisateur sur lui, tout ce qu'il pourrait attendre de ce nouveau produit. Et du coup, le point, et tous ces livrables, ils vont être déterminés par les objectifs que vous aurez définis auparavant. Et c'est pour ça qu'on met insiste sur le fait que les objectifs sont très importants. C'est de se dire à cette étape, ayez une idée précise de ce que vous attendez et ayez une idée précise de la manière dont vous allez le représenter visuellement au travers des visuels pour vous aider et aider les équipes qui vont être impliquées sur le projet derrière à le mettre en œuvre. Et un point qui est important, c'est que les livrables, ils sont vraiment protéiformes. Ils ont une multitude de formes et d'orientation aussi. Et le fait, par exemple, de choisir, comme l'a dit Manon, si je veux un cahier des charges expérientiel ou alors si mon objectif à la fin, c'est d'avoir des recommandations pour améliorer mon parcours,
on va peut-être pas forcément choisir les mêmes méthodologies derrière, on va pas forcément travailler la phase de terrain, la phase de recherche de la même façon. Donc, au même titre que les objectifs, les livrables sont un élément important pour derrière définir une démarche opérationnelle et méthodologique. Et chaque livrable, pour vous aider aussi à les sélectionner, il faut se dire qu'un livrable doit répondre à un des objectifs que vous avez. Et ensuite, la dernière étape, donc là, on va rentrer dans la partie, plus opérationnelle, c'est justement comment on construit cette démarche méthodologique qui va répondre donc à ces objectifs et vous permettre de réaliser les livrables que vous attendez. C'est de se dire justement comment on va piocher dans cette boîte à outils et pour avoir la démarche la plus adaptée à votre besoin. Donc déjà, l'enjeu, c'est de définir la typologie d'études souhaitées. Est-ce que vous voulez vraiment du qualitatif ou du quantitatif? Est-ce que vous avez besoin de données sur lesquelles vous appuyez pour se dire, bah, finalement, par exemple, je veux pouvoir quantifier mes différentes cibles possibles et de me dire, bah, je vais aller évidemment vers la cible qui a le potentiel le plus important, ou au contraire, j'ai besoin d'avoir quelque chose de plus qualitatif, j'ai besoin d'avoir le ressenti, vraiment ce que pense l'utilisateur, et auquel cas, du coup, privilégier des méthodologies qui vont vous orienter plus vers ce type d'enseignement. Ensuite, il faut déterminer la combinaison méthodologique qui va s'appliquer et qui, pour le coup, va être propre. Alors, je dirais même pas propre à chaque objectif ou à chaque enjeu, c'est qu'elle va être propre à votre objectif, votre enjeu, mais aussi votre entreprise et votre contexte. Parce que finalement, une entreprise A qui se dit, je veux lancer un nouveau produit ou un nouveau service, va avoir un marché, un historique, des contraintes techniques qui vont être complètement différentes d'une entreprise B qui va vouloir exactement la même chose. Et donc la combinaison méthodologique ne sera pas forcément la même. Il faut vraiment se dire, prendre du recul encore une fois sur la démarche et se dire à quel moment je vais avoir besoin de quels enseignements pour moi, par rapport à mon contexte et mes enjeux, pouvoir en tirer, avoir le meilleur livrable possible qui derrière me servira vraiment à mettre en œuvre ce dont j'ai besoin. Et bien sûr, la dernière étape qui est la plus importante, c'est que vous avez tous des contraintes de temps et de planning qui sont toujours très courtes et challengées par d'autres équipes, par la direction, etc. Donc, c'est comment j'arrive à créer une démarche justement qui s'imbrique dans ce planning plus global dans lequel vous devez vous abriquer. Parce que l'enjeu, ça va être de se dire, bah, on voudrait toujours avoir la démarche optimum et se dire, l'idéal, ce serait de faire ça, plus ça, plus ça. Mais finalement, dans ce planning qui m'est imposé, on n'a pas forcément la capacité de tout faire et il faut savoir faire des choix. Nous, ce qu'on vous encourage à faire, c'est de se dire, ne cherchez pas à faire rentrer quelque chose de trop complexe dans un planning trop serré, privilégiez et choisissez vraiment les points que vous souhaitez, sur lesquels vous souhaitez travailler en priorité et de se dire dans ce planning, qu'est-ce qui est réalisable de faire, qu'est-ce que je peux faire et vraiment d'avoir quelque chose qui est cohérent par rapport à ça plutôt que de faire quelque chose à la va-vite qui vous donnera pas les résultats escomptés. Et, et du coup, pour résumer le point que Manon a évoqué, on dit qu'on choisit une méthodologie, donc un type d'étude par rapport à ses objectifs, mais aussi le ciblage peut être important dans le choix des méthodologies employées. Par exemple, on l'a vu la semaine dernière quand on parlait des études à distance, on a pu voir que ce type de méthodologie ne répondait pas forcément très bien à tous les types de ciblage. Par exemple, certaines cibles B2B ou certains profils de participants comme les personnes âgées, où c'est plus compliqué pour eux d'être sur des outils et des études à distance. Donc, il faut à la fois choisir une méthode par rapport à ses objectifs, mais en étant vigilant aussi au ciblage et aux personnes qu'on veut questionner. Maintenant, dans une deuxième partie, on va voir différents cas, des cas plus concrets pour vous dire quelle démarche a été appliquée en fonction des enjeux et des objectifs du client. Le premier, le premier cas pratique qu'on va étudier ensemble, ça va être celui-là. Donc, je suis en pleine conception d'une nouvelle offre. Donc, on est plutôt ici en amont des projets et on veut vraiment créer quelque chose de nouveau. Par rapport à cette thématique-là, il se peut que justement les clients ont des contextes et des questionnements totalement différents, alors que tous peuvent juste vouloir créer une nouvelle offre. Et justement, on va vous montrer avec Manon un comparatif deux démarches méthodologiques qui ont été mises en place
par rapport à la conception d'une nouvelle offre, mais avec 2 points de vue clients très différents pour vous montrer justement que la démarche méthodologique s'adapte au contexte et aux objectifs du client. Donc, le premier contexte qu'on va étudier ensemble, ça va être je souhaite définir mes cibles et identifier leurs besoins et leurs attentes. Donc, on est vraiment très en amont du projet. On sait qu'on veut créer une nouvelle offre, un nouveau service, mais pour qui et exactement qu'est-ce qu'il faut mettre dedans. Et enfin, le deuxième cas qu'on va voir, ça va être ici, je connais mes cibles et j'ai déjà des idées à leur faire tester et j'ai besoin de feedback pour savoir si ces idées sont bonnes ou pas. Donc, dans le premier cas de figure sur je souhaite définir mes cibles, identifier leurs attentes et leurs besoins. Ici, nous, on a proposé une démarche méthodologique en 3 temps. La première phase, ça va être une phase exploratoire qui a comme enjeu le fait de découvrir et comprendre quelle est votre cible. Donc, on est vraiment dans une phase de découverte avec comme objectif propre la définition justement du cœur de cible, étudier, mesurer les comportements, définir des archétypes. Et pour ça, on a mis en place un mix de quali et quanti, donc à travers des entretiens individuels et sondages quantitatifs, pour justement réussir à percevoir quelle est la cible et quelle cible il faut adresser par rapport à mon projet. Sachant que ici, pour vous donner un peu de contexte sur le type de projet, c'était un grand acteur, une grande marque française qui voulait créer une plateforme et une offre autour de la recherche d'emploi et notamment des informations disponibles sur les entreprises pendant ma recherche d'emploi. La seconde phase, là, c'était une phase de co-construction avec justement le cœur de cible qui a été défini en amont. Et cet enjeu-là, enfin l'enjeu de cette phase-là, ça va être de prioriser et de savoir où placer nos efforts en premier. C'est-à-dire que la phase d'explorateur a pu vous donner tout un tas d'enseignements sur qui est ma cible et quels sont ses besoins, ses attentes. Vous avez pu les lister, sauf que dans le contexte, par exemple, de la création d'un MVP, c'est impossible de répondre à tous ces besoins et toutes ces attentes. Du coup, cette phase de co-construction à travers un focus group va vous permettre de prioriser les différentes fonctionnalités à mettre en place et élaborer ce qu'on appelle nous un cahier des charges expérientiel, c'est-à-dire par rapport aux notions de confiance, de design, de transparence, de fluidité, quelles sont les grandes règles à respecter dans votre projet. Et enfin, la dernière phase, pardon, c'était une confrontation à la cible. C'est s'assurer du coup que le MVP qu'on a produit, eh ben, une fois qu'on le met dans les mains de l'utilisateur, donc l'utilisateur qui représente bien le cœur de cible qu'on a défini plus tôt, eh ben, est-ce que le concept et l'offre proposée, elle est validée? Est-ce que les fonctionnalités qui sont mises en avant dans ce MVP sont validées aussi? Et pour ça, un test utilisateur à distance est très pertinent parce qu'on va être plutôt justement dans la prise en main, alors que les autres méthodologies qui étaient plus en amont, elles, étaient plus dans l'exploratoire. Pardon. Donc là, par exemple, c'est un extrait du livrable qui était issu de la phase numéro 1, donc la phase quali plus quanti. L'idée, c'était vraiment de se dire, donc on a commencé par la phase d'entretien, donc la phase qualitative, pour aller vraiment identifier finalement et mettre des noms sur les différentes cibles potentielles que notre client pouvait adresser. Donc on a réussi du coup à avoir 4 cibles qui se sont distinguées avec vraiment les différents niveaux d'information qu'ils vont rechercher, réussir à les prioriser, le type d'indicateurs qui vont les intéresser, etc. Et derrière, la phase quanti a permis de mettre des données quantitatives sur justement ces différentes informations très qualitatives qu'on avait issues de la phase d'entretien et de se dire quelle cible peut être priorisée. Et par exemple, dans ce cas précis, il y a une cible qui a complètement été abandonnée invalidée par l'étape quantitative parce que finalement, elle représentait une part potentielle de la population beaucoup trop faible pour qu'il y ait un potentiel de développement en adressant cette cible spécifique. Donc c'est vraiment ça l'enjeu de combiner ces 2 méthodologies. Et là donc, deuxième exemple, qui était pour un autre, acteur, pour le coup de la mobility as a service, où l'enjeu donc là on avait fait différentes phases de focus group justement avec des cibles très spécifiques qu'on avait identifiées en amont, pardon, et pour se dire pour chacune de ces cibles,
quelle fonctionnalité on va privilégier et quelle thématique on va mettre en avant dans les phases de développement suivantes. Et l'idée, c'était vraiment de se prioriser en disant le MVP doit répondre à tel besoin, la version numéro 1 à celui-ci, la version numéro 2, etc., etc. Maintenant, le deuxième cas de figure qui était, je conçois une nouvelle offre, mais je connais déjà mes cibles et j'ai tout un tas d'idées à tester auprès d'elles. Ici, on a mis en place une démarche avec le client qui est totalement différente, c'est-à-dire que toutes les études avaient en soi, toutes les études qu'on devait réaliser avaient en soi le même enjeu, c'est-à-dire de définir si l'idée qu'on présente aux utilisateurs, au cœur de cible qui est déjà connu, et mérite d'être développée et mérite d'être mise en ligne. C'est-à-dire que là, on a besoin de savoir si on doit fournir de l'effort en interne, c'est-à-dire investir aussi du temps et de l'argent dans cette fonctionnalité-là pour notre application. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait plusieurs, aujourd'hui on doit en être à au moins 5 focus group, et chaque focus group est un atelier participatif et de co-création avec le cœur de cible pour définir si l'idée présentée dans ce focus group est pertinente ou non, et notamment d'en définir les différents cas d'usage, c'est-à-dire cette fonctionnalité est intéressante, oui ou non, et si elle est intéressante, dans quel cas d'usage à travers l'application et à travers ce nouveau service, on peut l'utiliser. Donc là, comme l'a dit Thibaut, c'est un exemple de livrable qui a été extrait de l'un de ces focus group, et c'est vraiment de se dire, l'idée de ces focus group, l'idée première déjà, c'est de sortir du focus group en se disant oui ou non, on continue dans ce sens. Et le deuxième, c'est de se dire, à partir des informations sur lesquelles on a challengé notre cœur de cible, quel cas d'usage est à privilégier et comment on répond justement à ce cas d'usage et comment on met en place quelque chose qui va répondre aux besoins de ma cible prioritaire. Pour le cas pratique numéro 2, donc, je suis en train de refondre mes parcours utilisateurs. Donc là-dessus, c'est un cas qui est très très fréquent chez nos clients. Donc j'ai déjà par exemple une application, j'ai déjà un site qui est là, qui fonctionne, sauf qu'il est peut-être un peu passé, il est un peu désuète et j'ai besoin de le refaire, j'ai besoin de le refondre pour être plus actuel ou proposer, par exemple, des services additionnels qui n'étaient pas forcément présents avant. Donc là, pareil, on va vous montrer deux contextes différents de clients différents et comment à chaque fois on apporte une réponse, comme pour le premier cas, une réponse méthodologique différente. Le premier contexte, ça va être je souhaite co-construire mon nouveau parcours avec mon cœur de cible. Donc là, il y a vraiment cette idée, le mot important pour eux, c'était la construction, la co-construction avec son utilisateur. Et dans le deuxième cas de figure, c'est la refonte de mes parcours doit s'adapter à une cible internationale. Donc comment je peux intégrer une cible française, une cible internationale dans cette refonte de parcours. Donc sur le premier cas qui est je souhaite co-construire mon parcours avec mon cœur de cible, ici on va avoir 3 phases. Donc première phase de compréhension des attentes qui doit qui a comme enjeu de comprendre les habitudes de votre cœur de cible. Donc pour ça, on a mis en place des entretiens, une série d'entretiens individuels. Donc là, la différence du cas qu'on vous a montré avant, ou dans cette phase un peu exploratoire au début de compréhension des attentes, on avait fait quali-quanti. Ici, on fait que du quali. Pourquoi ? Parce que le quanti ici n'est pas nécessaire, car on connaît déjà son cœur de cible. Donc on n'a pas besoin forcément d'aller plus loin dans la définition de cette cible-là parce qu'elle est déjà sur votre site, elle est déjà sur votre appli, vous avez déjà des données sur elle. Ensuite, la seconde phase, on va retrouver une phase de co-construction à travers des ateliers participatifs avec, avec votre cœur de cible. Et ici, l'enjeu, ça va être avec eux de construire le parcours idéal. Donc, on va retrouver des techniques d'animation qui sont proches du design fiction et autres pour justement imaginer un futur parfait avec eux et ce qui va nous permettre derrière de prioriser les fonctionnalités en fonction de leur attente idéale, etc., etc. Et la troisième phase, on va retrouver une phase de confrontation à la cible parce que, comme tout à l'heure, c'est très important de définir en amont
quelles sont les fonctionnalités priorisées, etc., etc. Mais une fois que j'ai commencé mon maquettage ou que j'ai déjà un site en pré-prod, bah, il est indispensable de nouveau retourner le faire valider par vos utilisateurs pour être sûr que la forme, on va dire, la forme que vous avez donnée à tous ces enseignements, donc le MVP, les nouvelles maquettes, le prototype, etc., sont en adéquation avec la cible. Et du coup, cette dernière étape de confrontation a vraiment comme enjeu, voilà, de mesurer l'impact et ensuite comme objectif de valider les nouveaux parcours proposés. Et là, des tests à distance peuvent répondre très bien à cette phase-là de recherche. Et donc là, par exemple, c'était donc pour un acteur énergétique. L'idée était de refondre complètement son parcours de souscription. Et donc, du coup, on a vraiment challengé son cœur de cible sur les attentes qu'il pouvait avoir, mais surtout sur leurs habitudes, en fait, finalement, de souscription ou de parcours d'achat en ligne pour essayer d'avoir un parcours qui soit vraiment adapté à cette cible et pas partir du besoin de notre client qui, lui, a une vision très métier, mais vraiment de repartir du besoin de la cible et des attentes qu'elle pouvait avoir par rapport aux différentes étapes du parcours. Donc on a sorti de cette étape de focus group, notamment, parmi, d'autres points, mais un cahier des charges donc, du parcours qui reprenait donc des points de design, de rapidité, d'accompagnement, de transparence, de confiance, avec tous les éléments qui vont être attendus pour chacune de ces thématiques par rapport aux utilisateurs et qu'ils auront réellement co-construit et sur lesquels ils auront travaillé lors d'un atelier de réflexion. Et enfin, le dernier cas, donc je suis toujours dans la refonte de mes parcours, mais ici, la refonte de mes parcours doit s'adapter à une cible internationale. Donc, comment on amène une notion aussi plus large, on peut amener une nouvelle cible dans la refonte de ces parcours. Et là, toujours pareil, on a fait une phase en 3 temps. On a fait une démarche en 3 temps, pardon, avec chaque temps va correspondre à une itération du client, c'est-à-dire que là, on suivait leur équipe de production qui, eux, étaient plutôt staffés de manière à avoir des process agiles avec des sprints. Donc, toutes ces phases de test suivaient des itérations, suivaient des phases de sprint. Donc, on est vraiment venu se mettre au diapason du planning client. Et c'est pour ça que, comme Manon l'a dit au tout début, c'est important de définir son planning et son contexte, parce que derrière, la phase de recherche doit s'adapter à ça. Donc ici, sur la première phase qui correspondait à la première itération, les premiers sprints, ça va être comme enjeu de récolter les feedbacks de la cible française sur sa première itération. Pourquoi cible française ici? Parce que c'était le cœur de cible et en termes de volume, la cible la plus importante à adresser au début pour le client. Là, on va retrouver comme objectif donc la validation des nouveaux parcours, la validation aussi du design qui a été changé, la fluidité des parcours. Et on a mis en place un test à distance. Pourquoi ici on est directement dans des phases de test à distance et des phases de prototype? Comme je l'ai dit, vu qu'on suit un process agile, toutes les phases de sprint ont déjà créé des supports à présenter, ont déjà créé des livrables en soi, ont déjà créé des prototypes. Donc on est venu tester au fur et à mesure ces prototypes. Ensuite, la phase numéro 2, là, en termes d'enjeu, ça va nous amener quelque chose de supplémentaire, c'est-à-dire qu'on va récolter maintenant plus à travers une cible française, mais à travers la cible internationale, les feedbacks de la seconde itération pour voir et avec comme objectif de comprendre les spécificités liées à cette cible-là, sachant que le client dont on parle ici, c'est un client qui est dans le transport aérien. Donc, il y avait vraiment cette notion d'international qui était très importante, mais il fallait vraiment la séparer, au moins dans une phase, vraiment faire un focus sur cette cible-là, parce qu'on ne va pas avoir les mêmes attentes, les mêmes objectifs si on est international ou français. Et enfin, la troisième et dernière itération qui correspondait à la phase de validation de toute la partie conception du client avant d'avoir une mise en ligne, où là, on va venir en fait valider de manière globale ce qui a été fait comme nouveau parcours par le client. Et pour savoir cette validation globale, on a besoin ici d'interroger à la fois la cible française et la cible internationale.
Donc, tout le but d'avoir ces projets avec des cibles multiples et notamment des cibles internationales, il faut que vous vous posiez comme question, est-ce que sur chacune de mes phases de test, est-ce qu'à chacune de mes itérations, c'est important d'avoir ces deux cibles représentées, ou alors est-ce que je fais un focus sur une ou sur l'autre? Et pour répondre à la question du chat directement, vu que je viens de la voir arriver, on était sur une trentaine d'utilisateurs par phase de test, Christelle. Donc 30 utilisateurs français, 30 utilisateurs internationaux, parce que quand on parle de test utilisateur à distance, on est quand même dans une phase de qualitatif. Du coup, on a un volume d'utilisateurs au final assez restreint, mais auquel on va poser énormément de questions pour comprendre comment se passe son expérience et pourquoi elle se passe ainsi et qu'est-ce qu'il ressent. Donc, l'idée de ce type de démarche derrière, ça va Pardon, être pas… Oui. Manon, Mathieu, peut-être il y a une suite à la question. Et ben, Ah, justement, Manon va y répondre avec Parfait. cette slide. j'ai pas vu la question, donc j'espère que je Est-ce que le répondrai même bien. parcours a été testé à chaque fois? D'accord, donc effectivement, on recommande justement de garder un parcours le plus similaire possible. Il y a parfois des petites adaptations qui sont nécessaires parce que la cible change, mais le but, c'est vraiment d'avoir un parcours qui peut être comparé justement à chaque fois pour, par exemple, pouvoir sortir une vue de la user journée et pouvoir comparer notamment les améliorations qui peuvent être constatées, par exemple, sur la phase d'itération numéro 2 par rapport à la numéro 1 et avoir aussi une vue sur les spécificités de chaque cible sur un parcours comparable. Donc oui, non, j'essaie vraiment de comparer un parcours qui reste le plus similaire possible pour avoir des éléments de comparaison sur ces différentes phases. Mm. Et comparaison et surtout évolution. Est-ce que les changements que j'ai Mm. apportés entre chacun de mes prototypes a amélioré l'expérience globale et a amélioré la satisfaction? Donc pour conclure, si on devait rappeler donc 5 points qui nous semblent essentiels pour nous pour cette démarche de user research et la démarche de construction, même en amont de la user research, c'est le premier point le plus important et je pense sur lequel on a vraiment insisté, Mathieu et moi, c'est la définition de vos objectifs pour vraiment derrière mettre en place la recherche utilisateur qui répondra à vos besoins et qui vous conviendra à vous. Parce que c'est pas parce que demain vous avez une personne qui travaille dans une autre entreprise qui a mis en place un type de user research qui était vraiment adapté à son besoin qu'elle sera adaptée au vôtre. Et du coup, ça rejoint tout à fait le deuxième point qui est d'adapter votre méthodologie d'étude à ses objectifs et non l'inverse. L'idée, c'est de se dire, ne partez pas bille en tête en vous disant, je veux absolument des entretiens individuels ou je veux absolument des focus group. C'est rechallenger vos idées, rechallenger vos objectifs, rechallenger tous vos questionnements qui peuvent vous passer par la tête. Éloignez-vous un peu de cet aspect méthodologique et face à ça, rechallenger toutes les méthodologies qui sont à votre disposition, vraiment encore une fois comme une boîte à outils pour aller piocher la bonne méthodologie pour répondre aux besoins que vous avez à l'objectif auquel vous allez chercher à répondre. Un troisième point qui est important, c'est qu'une méthodologie ne peut pas répondre à un trop grand nombre d'objectifs. C'est pour ça qu'on insiste sur le fait qu'il faut savoir prioriser et vraiment cibler les objectifs prioritaires auxquels vous allez vouloir répondre. Si vous cherchez à répondre à une sorte de liste au Père Noël au travers d'une méthodologie, malheureusement, le risque principal, c'est d'avoir une réponse partielle à chacun de vos objectifs. Et finalement, quand vous obtiendrez cette réponse partielle, vous allez vous rendre compte que l'objectif prioritaire, c'était finalement celui-ci et vous n'avez pas la réponse que vous attendiez et vous êtes un peu bloqué pour la suite ou alors vous êtes obligé de faire des choix mais qui du coup ne sont pas liés au retour utilisateur que vous aurez obtenu. Le quatrième point, c'est vraiment donc souligner ce point que l'UX Research, c'est un process sur mesure. Il n'y a pas de dispositif universel. Aujourd'hui, les cas qu'on vous a présentés étaient vraiment spécifiques au contexte de nos clients, aux besoins de nos clients et aux objectifs recherchés. L'idée, c'est de se dire ils sont forcément inspirants pour vous et vous pouvez toujours vous en inspirer et c'est quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer, mais challengez-les par rapport à vos besoins et vos objectifs et dites-vous effectivement, j'ai vu cet exemple-là, mais moi, par rapport à mes contraintes techniques, par rapport à mon planning, par rapport à ma culture, etc., est-ce que c'est vraiment celui qui va le plus correspondre?
Et le dernier point qui, à mon sens, c'est tout aussi important que la définition des objectifs, c'est l'aspect de neutralité et de votre capacité à prendre du recul sur votre projet. Et c'est souvent le point le plus compliqué parce que vous êtes au quotidien dans ce projet qui est très opérationnel, où en plus vous avez votre connaissance métier et de votre entreprise qui est beaucoup plus avancée souvent que celle de vos utilisateurs. Donc vous avez votre vision à vous et cette capacité à faire un pas en arrière et de se dire euh, je repositionne mon projet dans son ensemble par rapport à l'entreprise, de manière plus générale, par rapport au marché, etc. Et de se dire vraiment quels sont les objectifs globaux de tout ça. Enfin, est-ce que derrière, par exemple, un parcours, enfin la refonte d'un parcours, quel est l'objectif recherché? Adresser une nouvelle cible, augmenter ses parts de marché, enfin vraiment prendre le temps de prendre du recul, parfois en se faisant aider soit d'équipes en interne, soit par des personnes tierces, et se dire vraiment repositionner votre projet pour pas rester sur un point trop opérationnel qui pourrait vous empêcher de voir certains objectifs qui sont très importants.